Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Bonjour à tous, gros fans de films d'action. Aujourd'hui, on arrête de s'amuser. C'est l'heure de polémiquer et de contester un bon coup. Et qui de mieux que le réalisateur John Carpenter pour s'énerver. Même si le bonhomme porte le titre de maître de l'horreur, il serait réducteur de le ranger dans cette catégorie. Passons en revue le film d'aujourd'hui. Assault on Precinct 13. Le pitch du film est très simple. Dans un commissariat en cours de désaffectation, le lieutenant Bishop va devoir surveiller les lieux. Dans la même journée, un convoi de condamnés, avec à son bord l'ennemi public numéro 1 Napoleon Wilson, s'arrête en urgence dans ce même commissariat. Au même moment, un père de famille ayant assassiné un des membres des Street Thunder, meurtrier de sa petite fille, va se réfugier dans le commissariat. Le bâtiment est alors pris pour cible par les membres du gang. Pour survivre, flics et détenus vont devoir s'allier s'ils veulent voir le jour. Fraîchement sorti de ses études au sein de l'USC, John Carpenter venait tout juste de boucler son court-métrage étudiant Dark Star. Avec l'aide de Dan O'Bannon, futur scénariste de Alien et Total Recall, il développe cette histoire d'astronaute perdu dans l'espace, sorte de pastiche de 2001. Le court-métrage fait le tour des festivals et pousse le producteur Jack H. Harris à rajouter des billes dans le film afin de rallonger sa durée et de le sortir en salle. La carrière de Carpenter se lance doucement. Dans le même temps, il écrit un script nommé Eyes qui lui échappera pour devenir le film Les yeux de Laura Mars. Son producteur Joseph Kaufman réplique en lui commandant 2 autres scénarios. Grand amoureux de western, Carpenter souhaite écrire la suite du célèbre Rio Bravo d'Howard Hawks. Mais budget oblige, il revoit ses ambitions à la baisse. En 8 jours, il écrit un script qu'il appellera The Anderson Alamo, qui deviendra ensuite The Siege, puis finalement Assault on Precinct 13. Mes amis, jusqu'ici on avait parlé de films au budget qui cassaient la baraque, mais Assaut est tout bonnement un miracle, tant Carpenter va savoir exploiter chaque centime de son petit budget. Tourné en 1975 pour la somme de $100 000 en 24 jours et en indépendant, Assaut est l'exemple typique de la série B solide et sans bout de gras. Comme dit précédemment, le réalisateur s'inspirera de Rio Bravo, mais aussi d'un film de John Sturges appelé Escape from Fort Bravo, pour installer son décorum très western. Ainsi, le lieutenant Bishop incarne une version moderne du shérif, le condamné Napoleon Wilson est le hors-la-loi typique, le commissariat fait office de fort, et la menace incarnée par le gang semble renvoyer aux Indiens. Il piquera même un motif célèbre de Hawks. Got a smoke? You got a smoke on you? Got a smoke on you? Got a smoke? Got a light? Ainsi que son sens du mélodrame. L'autre influence vient bien sûr du cinéma d'épouvante, La Nuit des Morts Vivants de George Romero, sorti en 1968. Rappelez-vous, dans ce film, une horde de zombies prenait d'assaut une maison où un groupe de survivants, mené par un leader noir, tentait de s'échapper. Le temps d'un film, Carpenter déploie tout ce qu'il a dans le ventre. Il utilisera pour la première fois des caméras Panavision 35 mm dans un format 2.35, ce qui peut se révéler risqué lorsque l'on tourne un film petit budget. Le parti pris du réalisateur est clair. Avec très peu de mouvements de caméra, il va exploiter au maximum ses cadres pour gérer l'espace filmique. Tout en ligne droite et jouant sur les points de fuite, chaque plan du film devra exprimer au maximum les intentions du réalisateur. Par exemple, lorsqu'il filme le gang, il s'arrange toujours pour avoir des plans larges afin d'en faire une menace constamment floue et qui occupe tout l'espace. A l'inverse, les plans sont beaucoup plus resserrés quand il filme Bishop et les autres, nous donnant ce sentiment de claustrophobie et développe une peur du hors-champ. Pour en rajouter sur son génie, il a dessiné très peu de storyboard, avouant préférer la spontanéité du moment. Cela donne au film un rythme très lent, mais qui est bénéfique à la montée en tension. This is a siege. It's a goddamn siege. Chez Carpenter, les personnages se révèlent dans l'action. Ceux qui font preuve de lâcheté sont condamnés à mourir. Il faudra l'alliance du lieutenant Bishop et du criminel Wilson pour se sortir de ce piège. Bref, ces personnages vont prouver leur valeur dans l'adversité. À sa sortie, le film a été complètement ignoré aux États-Unis. Il faut rappeler que nous étions dans les années 70, la tendance était à la contre-culture, au film anti-establishment et aux expérimentations sous influence. Le film de Carpenter était trop ancré dans un classicisme hollywoodien avec ses relents de western à l'ancienne. Étrange vu que le look du film semble s'inspirer du comic book.
La photo de Doug Knapp, la direction artistique de Tommy Lee Wallace, les punchlines de Wilson, tous ces éléments détachent le film du réel pour l'ancrer dans un véritable univers fantasmé. La pop culture ne s'y trompera pas, puisqu'on retrouvera cette charte graphique dans un comics comme The Punisher ou dans des beat 'em up style Streets of Rage. Cependant, il faudra attendre son passage en Angleterre et le reste de l'Europe pour qu'il y ait une meilleure reconnaissance. Pourtant, la subversion de Carpenter réside autre part. S'inspirant des émeutes de Watts qui eurent lieu en 65, il se montrera visionnaire en dépeignant un gang n'ayant plus de repères, surgissant tel des zombies des bas quartiers pour assaillir un symbole de l'institution américaine, ici un commissariat. De même, il se heurta déjà avec la censure américaine concernant le meurtre de la petite fille. Une scène qui pour ma part me glace le sang à chaque fois. I wanted vanilla twist. Carpenter semble s'être amusé à scinder la figure du héros américain en deux. Le lieutenant Ethan Bishop est un homme droit et responsable. Carpenter détourne cette figure en la faisant incarner par un acteur noir. De l'autre côté, Napoleon Wilson est plus cynique, violent et solitaire. Une figure de marginal pas trop au goût des valeurs américaines fédératrices. It's an old story with me. I was born out of time. Et pourtant, on peut déjà voir en lui l'ancêtre des Snake Plissken, John Nada, Jack Crow ou Desolation Williams. Asso est la véritable matrice des futurs films de Carpenter. Par exemple, dans tous ses films, le mal se propage et contamine les individus. La plupart du temps, il n'a pas de véritable forme. Un gang d'anonymes dans Asso, un tueur masqué dans Halloween, une créature protéiforme dans The Thing ou carrément le monde entier dans l'antre de la folie. Rajoutons à cela la musique. Véritable marque de fabrique de Carpenter. Le type compose lui-même ses morceaux qui sont en parfaite adéquation avec l'action en cours. Pas étonnant lorsque l'on sait que le bonhomme est fils de musicien. Pour la bande originale d'Asso, il se sera inspiré de Led Zeppelin et leur morceau The Immigrant Song, ainsi que de la composition de Lalo Schifrin pour l'inspecteur Harry. L'héritage de Carpenter est donc immense, puisqu'il aura influencé bon nombre de créateurs, pour le meilleur et pour le pire. Il aurait pu devenir le réalisateur le plus puissant d'Hollywood dans les années 80, mais le public et la critique ne seront pas au rendez-vous. Au nihilisme de The Thing, on préférera l'étincelant E.T. Les anti-héros comme Snake Plissken seront vite remplacés par le flamboyant Rambo. Même le décalé Big Trouble in Little China sera évincé par le clinquant Top Gun. On pourra se désoler de la pelletée de remakes et de suites pourries de ces films, mais cela renforce notre admiration pour Big Daddy John. Ce type aura essuyé les plâtres de son anticonformisme à Hollywood et payé le prix de son indépendance. Comme ces personnages d'anti-héros, il ne lâchera jamais le morceau, quitte à emmerder tout le monde. Asso aura vraiment créé une structure narrative et formelle qui devrait être un modèle pour tout cinéaste se plaignant de ne pas avoir assez d'argent pour réaliser son film. Anybody got a smoke?